Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que les marchés sont assez comme nerveux en cette rentrée, notamment à cause de tous ces nuages qui s'accumulent, qui s'amoncellent au-dessus de l'économie chinoise. Wilfried Galland, bonjour. Bonjour David. Ravi de vous retrouver, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. On a une crise immobilière qui déborde sur la finance, des exportations et une demande intérieure en Chine qui sont en berne, un yuan qui est quand même très bas. Les signaux d'alarme se multiplient en Chine, ça c'est une évidence. Oui, c'est une évidence et ça pose question au-delà même de la Chine. On va revenir sur le cas précis de la Chine, mais ça pose question au-delà même de la Chine. Hein. Entre 2010 et 2020, la Chine, c'était globalement un tiers, un peu plus, 35% de la croissance mondiale. Là, on est tombé à moins de 10%. Et donc, ça veut dire que véritablement, on a un moteur qui n'existe pas. Et la question que tout le monde se pose, c'est en fait, la Chine... Le diagnostic, c'est qu'elle manque de demande intérieure, et elle est dans la même situation, en tout cas dans une situation extrêmement proche de celle qui était celle du Japon en 1990, c'est-à-dire une crise immobilière, un souci potentiellement avec ses banques, une crise également sur le commerce, on a oublié, mais dans les années... Ça ne rappelle pas des bons souvenirs quand même. À la fin des années 80, le Japon, c'était le grand rival stratégique des Américains. Il y avait énormément d'ouvrages qui paraissaient sur le fait qu'il fallait contrer la menace japonaise et la lenteur finalement avec laquelle le Japon a traité ces problèmes-là. Et en fait, tout le paradoxe, c'est que la Chine se retrouve en fait en face d'elle avec exactement l'exemple historique de ce qu'il faut et ne faut pas faire, et on a l'impression qu'elle hésite à chaque fois, et qu'à chaque fois la pièce tombe du côté plutôt politique qu'économique. Et je vous en prends juste un exemple, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'effort considérable des autorités chinoises depuis quelques semaines pour faire remonter le cours du yuan. Ce qui, lorsqu'on est aux prises avec des difficultés économiques, est quand même assez paradoxal. Et en fait, quand on regarde... Surtout quand on est un exportateur. Exactement. Et donc, quand on regarde la raison possible de tout ceci, c'est qu'en fait le PIB nominal chinois est en train de décrocher par rapport au PIB nominal américain. Il y a 2 ans, le PIB nominal chinois, c'était 76% du PIB nominal américain. À force d'avoir une inflation plus faible, une croissance qui baisse et un taux de change qui diminue, on a aujourd'hui le PIB nominal chinois qui est à peine plus des 2/3 du PIB nominal américain. Ce qui veut dire que politiquement, ça devient très compliqué de la part de la Chine, sur les calculs de Goldman Sachs, ça devient très compliqué de la part de la Chine de devenir cette fameuse première puissance économique mondiale qui est la promesse de Xi Jinping. Et donc, tout est fait pour cosmétiquement remonter ces chiffres. Hein. On va y revenir sur l'immobilier, sur un certain nombre de choses. Pourquoi la Chine, pardon, pourquoi la Chine est engluée? Encore une fois, il y a les déboires financiers de l'un des plus grands promoteurs chinois, Country Garden, qui vient nous rappeler que la crise immobilière en Chine qui a démarré avec Evergrande, c'est ça? Oui. Il y a 2 ans, Country Garden, c'est 3 fois Evergrande. Country Garden, c'est 3 fois Evergrande, hein, donc c'est beaucoup plus gros que ça. Voilà, et puis donc cette histoire elle est un petit peu en peine à exporter ses produits, la Chine, une consommation intérieure qui ne baisse pas, mais qui est quand même relativement atone à l'aune de la dynamique chinoise. Et en même temps, le gouvernement nous dit toujours viser 5% de croissance cette année. Donc expliquez-nous un petit peu là. En fait, ce que le gouvernement traduit dans cette espèce de réticence à relancer véritablement la demande, ils y viennent hein, sur la partie immobilière un petit peu. Elle est timide jusqu'à présent. Tous les observateurs s'accordent pour dire qu'aujourd'hui la réaction de l'administration chinoise est quand même hyper légère. Elle est légère. Alors, peut-être qu'elle estime que la situation n'est pas dramatique d'ailleurs. Elle commence à être un petit peu plus visible dans l'immobilier. On a beaucoup parlé de la partie offre hein, de l'immobilier, sur le fait que les promoteurs chinois se voyaient désormais confortés par les autorités locales, mais qui avaient du mal en fait à enclencher les plans de relance parce que les autorités locales, elles ont peur des actions anticorruption. Donc elles sont totalement anesthésiées en disant « faut surtout pas que je bouge, sinon il va m'arriver la même chose qu'à mes petits copains ». Donc déjà ça c'est compliqué, mais il commence à relancer quand même d'un point de vue demande. Juste un chiffre, hein, désormais la Chine permet aux épargnants, enfin aux emprunteurs ayant déjà emprunté, non pas sur les nouveaux crédits mais les crédits existants, d'alléger ses mensualités de plusieurs dizaines de points de base, ce qui équivaut, alors c'est Shanghai Securities qui a fait ce calcul, c'est le grand journal économique chinois, ce qui équivaudrait en fait pour 40 millions de ménages chinois à un effort de 3500 milliards de dollars, l'équivalent de 3500 milliards de dollars, soit une prime donnée de à peu près 700 $ par ménage concerné. C'est beaucoup. Ça veut dire que
on commence à prendre en compte le fait qu'on a un manque de demande. Mais on reste extrêmement sur le reculoir. Et effectivement, Ludovic Subran, tout à l'heure, vous disait, le chef économiste d'Allianz, vous disait que on a un problème de demande en Chine, la Chine peut le faire, et on a l'impression qu'elle est tétanisée par le souvenir de 2008. Le méga plan de relance chinois ça, en fait, qui a fait remonter énormément les taux d'endettement, elle considère que c'était un risque considérable à prendre et qu'il ne faut surtout pas le reprendre, alors que quand on regarde les chiffres d'endettement globaux chinois, alors c'est global, hein. Donc effectivement, la structuration n'est pas du tout la même. Vous avez des véhicules de la finance de l'ombre, vous avez des véhicules dans les collectivités locales. C'est pas du tout structuré de la même façon, mais c'est pas tellement supérieur aux chiffres occidentaux, et en tout cas c'est bien inférieur à ce qu'on voit aujourd'hui au Japon, avec là aussi une dette qui est détenue par les Chinois. Donc, on va dire, c'est tout à fait possible de relancer encore le pays. Il y a le levier financier pour tout simplement accélérer ils n'auront la pas demande. le choix, Pékin devra y venir, encore une fois, même si il y a cette idée de ne pas vouloir relancer à grand, comme vous l'avez dit, à grand coup de projets d'infrastructure comme par le passé, parce que c'est ce qui a soutenu, certains diront artificiellement, la croissance. Exactement. Et c'est ce qui a plombé l'endettement, notamment des gouvernements locaux. Voilà, et donc il y a cette idée de discipline un petit peu. C'est peut-être, exactement, et vous avez, comme souvent mon cher David, le bon mot, discipline. Les Chinois sont extrêmement ancrés sur l'idée qu'il ne faut pas tomber dans la facilité à l'occidental. Ouais. C'est-à-dire, quand on a un problème, on aide ceux qui sont en difficulté. Xi Jinping a une vue extrêmement politique désormais des choses. Il faut accélérer sur ce qu'il appelle la croissance de qualité. Le reste, en fait, c'est pas très important. À partir du moment où la Chine, a de quoi se nourrir à les matières premières et travaille sur sa souveraineté technologique, le reste, finalement, les Chinois encaisseront. La question, c'est est-ce que socialement, il sera capable de tenir? On voit que un taux de chômage des jeunes qui est au-delà de 20%. Qui est tellement important qu'on a décidé finalement d'arrêter les statistiques. C'est quand même assez pratique. Finalement, quand on a un problème de statistiques, finalement, on ne la publie plus. C'est quand même très symptomatique du fait qu'il y a une insécurité du pouvoir chinois sur cette question-là. Et moi, il y a un risque de dérapage incontrôlé. Oui, quand même. En Chine, encore une fois. On a un pays qui est rentré en territoire déflationniste en juillet. Ludovic Subran a dit qu'il ne fallait pas non plus dire que la Chine était en déflation pour autant. Justement, c'est tout le paradoxe. Il y a ou pas ce risque de crise économique? Pour l'instant, on est en croissance positive en Chine. Exactement. En fait, tout le paradoxe, c'est qu'on voit, tout le monde voit les remèdes qui sont possibles. C'est totalement possible d'éviter cette fameuse spirale déflationniste. Oui, en remettant de l'endettement et des projets d'infrastructure qui ont conduit la Chine dans le mur aussi. Pas nécessairement des projets d'infrastructure, mais en relançant la demande intérieure. Mais pour relancer la demande intérieure, il faut effectivement donner de l'argent, mais il faut surtout relancer la confiance. Et pour moi, et c'est un peu ma conclusion de l'économie chinoise, c'est que l'économie chinoise manque de confiance. Quand vous regardez les indicateurs de confiance des entreprises, en particulier privées, ils sont extrêmement faibles. Quand vous regardez par exemple l'investissement privé en Chine depuis le début de l'année, il est totalement flat. Toute la progression de l'investissement, ce sont les entreprises publiques. Et donc il faut effectivement relancer la confiance des entrepreneurs dans le fait que le pays compte toujours sur eux, que le secteur privé, c'est pas un gros mot, c'est pas un tabou. On commence à avoir cette espèce de discours au niveau des officiels chinois en disant « ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, on aura besoin de tout le monde ». Mais il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et peut-être qu'un des sujets, c'est quand même de relâcher la tension politique qui existe dans le pays. Je vous parlais tout à l'heure des autorités locales qui n'osent même pas actionner les plans dont ils ont pourtant tout le mode d'emploi qui a été donné par les autorités globales. En fait, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas confiance. Il faut relancer la confiance intérieure chinoise et ça, c'est quand même très compliqué. Quelles conséquences si le moteur chinois continue de caler pendant encore plusieurs trimestres pour le reste du monde d'un point de vue économique, mais aussi financier et boursier? Alors, le danger, c'est que la Chine, en fait, relance mécaniquement, finalement, ses exportations, en disant je ne vais pas relancer ma demande intérieure, je vais relancer le moteur exportateur. Et donc, de déséquilibrer encore plus la croissance mondiale. Ce n'est pas du tout ce dont on a besoin d'une relance intérieure chinoise. Si rien n'est fait, le danger progressivement, c'est que en fait, la Chine se contracte sur elle-même, donc se renferme sur des domaines qui sont considérés comme étant de plus en plus souverains et ne permettent plus d'avoir cet effet d'entraînement de l'économie. Alors, on l'aura toujours, la Chine reste l'usine du monde, les économies restent interconnectées. Néanmoins, on voit qu'il commence à y avoir des doutes sur la capacité chinoise à répondre à un certain nombre de demandes, en particulier locales. Donc, la question va être peut-être plus d'abord sur la croissance de la zone Asie. Comment est-ce que la zone Asie
va gérer un moteur chinois en berne, plus que, au moins dans un premier temps, le reste du monde. Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on va véritablement avoir une relance de la demande intérieure, ce qui permettrait d'avoir un entraînement général très vertueux pour tout le monde, ou est-ce qu'ils vont vouloir relancer une nouvelle fois le moteur exportateur? Bon, inquiet ou pas sur l'économie chinoise? Assez inquiet quand même, assez inquiet. Je pense qu'il y a tous les moyens de le faire, mais en fait, le prisme politique chinois qui est tellement fort sur la partie souverainiste, la partie quasiment autonomie, autosuffisance, me paraît extraordinairement dangereux. Je pense que la Chine est obnubilée par le fait d'avoir 20% de la population mondiale, 9% des terres arables et 6% de l'eau potable mondiale. Tout le reste, en fait, passe au deuxième plan. Donc, il faut gérer le fait que les Chinois doivent avoir leur bol de riz. Le reste, en fait, c'est pas très important. L'économie passe désormais au deuxième plan. Il faut que l'économie revienne au moins en tandem avec le politique, ce qu'avaient fait les prédécesseurs de Xi Jinping. Ils avaient réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc oui, je suis un petit peu inquiet là-dessus. Quel impact on finit là-dessus sur le CAC 40? Il y en aura un? Alors, l'impact, il est effectivement, si on n'a pas de relance, on le voit déjà, hein, sur les entreprises qui sont très dépendantes de la demande intérieure chinoise, du secteur du luxe. Depuis quelques semaines, ça va quand même moins bien. On sent que ça patine. Hein. LVMH n'est plus la première capitalisation européenne. Maintenant, c'est Novo Nordisk. Je trouve que c'est assez symptomatique. La question qui va se poser désormais pour le CAC 40, c'est est-ce qu'on peut avoir des relais de croissance ailleurs? Ce que savent faire en général très bien les géants du luxe, mais néanmoins, si on a ce moteur de consommation chinois qui ne repart pas, c'est quand même, pour ces entreprises-là, pour l'automobile également, c'est quand même un sujet très important. On se félicite des exportations automobiles chinoises dans le pays. Il faudrait maintenant qu'on relance un peu les importations. Voilà. Beaucoup de questions sur la Chine et peu de réponses pour le moment. Exactement. Merci beaucoup. Cette rentrée. Signé Wilfried Galland, Merci, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Merci à vous. Avec plaisir.